Une nuit, un chiffre a vacillé. 3,8 milliards figés d'un seul coup, comme si l'économie du Sahel retenait son souffle. Puis un second chiffre, tout aussi brutal, a révélé le paradoxe. 4 raffineries surgissant du sol burkinabé pour renverser un modèle vieux de plusieurs décennies. Alors, que signifie vraiment ce basculement pour celles et ceux qui voient en Ibrahim Traoré non pas un symbole, mais un pari concret sur la souveraineté ? Et si, dans ce frémissement encore fragile, se jouait déjà la première preuve qu'un petit pays peut déplacer l'ordre établi ? La décision d'interrompre l'exportation du coton brut n'a pas été présentée comme un geste isolé, mais comme une promesse méthodique, transformer la valeur plutôt que la laisser s'évaporer. Au cœur de cette promesse se trouvait un bénéfice clair, presque géométrique, reprendre le contrôle de la chaîne de valeur nationale. Pour un pays longtemps réduit au rôle de fournisseur de matières premières, l'enjeu dépassait l'économie. Il redéfinissait la place du Burkina Faso dans un marché qui semblait écrit ailleurs. Les premiers signaux, visibles dans les villages comme dans les ateliers urbains, montraient une tension féconde. Capacité limitée, mais volonté forte. Infrastructure modeste, mais mobilisation inédite. Le pari, toutefois, ne se mesurait pas seulement en chiffres. Il exigeait du pays une discipline nouvelle, produire plus lentement, absorber les chocs extérieurs, résister aux projections pessimistes des partenaires occidentaux. Si cette trajectoire tenait, elle ouvrirait un corridor inédit pour l'industrie sahélienne. Si elle se brisait, elle rappellerait la fragilité d'un modèle encore en construction. Et si le véritable risque n'était plus d'essayer, mais de retourner à l'ancien ordre. En 3 semaines seulement, un renversement discret mais massif est apparu. La part du coton burkinabé exporté brut a chuté de 90% à 42%, un delta qui a bouleversé toute la filière. Dans le même laps de temps, 3,8 milliards de dollars d'échanges sont restés gelés, révélant qu'une simple suspension pouvait devenir une véritable démonstration de souveraineté. Ce mini-reveal a éclairé une réalité longtemps étouffée. Le Burkina Faso ne manquait pas seulement de ressources, mais de maîtrise sur leur trajectoire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays a décidé de rapatrier la chaîne de valeur, non par provocation, mais par calcul. Dans les bureaux austères de Ouagadougou, on parlait d'indépendance industrielle, dans les marchés, on parlait de dignité. Cette double lecture n'était pas une contradiction, mais un moteur. Elle liait les statistiques aux aspirations humaines. L'approche reposait sur un principe simple, moins exporté, plus transformé. Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut remonter à plusieurs décennies. Le coton burkinabé alimentait les filatures européennes depuis l'époque coloniale, un flux constant qui enrichissait d'autres économies sans modifier le quotidien des cultivateurs. Les camions partaient vers des ports lointains, les étoffes revenaient chères, parfois inaccessibles aux mêmes producteurs. Lorsque l'État a décidé de garder la matière première, il a rompu un contrat tacite entre Nord et Sud. Les partenaires occidentaux ont alors prédit une spirale de risques, mais les signaux internes dessinaient une dynamique contraire. Les premières équipes d'ingénieurs, formées à Bamako ou Conakry, affluaient pour monter les lignes de production. Les coopératives de femmes, longtemps marginalisées, retrouvaient un rôle central dans la filière. Chaque balle de coton filée localement devenait une victoire méthodique, presque silencieuse. La transformation cessait d'être un rêve lointain, elle devenait un acte quotidien. Et c'est précisément cette accumulation de gestes, plus que les slogans, qui confirmait que le pays venait d'ouvrir une séquence historique. Le changement ne s'est pas résumé à un décret. Il a pris corps à travers des figures ordinaires qui sont devenues des repères. Au centre de cette transition, un personnage s'est imposé comme fil conducteur, le producteur rural, longtemps absent du débat économique. Sous la nouvelle orientation voulue par Ibrahim Traoré, ce producteur ne vendait plus seulement des balles, mais apprenait à transformer une partie de son propre coton. Cette bascule redéfinissait le rôle social de ceux qui jusque-là n'étaient que l'amorce d'une chaîne lointaine. Dans cette mutation, ils devenaient les premiers témoins d'un pays qui change de cadence. Le premier micro-case s'est matérialisé dans un atelier improvisé près de Koudougou,
Une coopérative de femmes, autrefois cantonnée à des tâches annexes, avait reçu des machines de filature rudimentaires. En quelques semaines, elles produisaient leur premier métrage, vendu sur le marché local avant même l'ouverture des raffineries. Chaque rouleau tissé représentait un revenu nouveau, mais surtout un apprentissage collectif. L'atelier devenait un laboratoire social miniature. Un second microcase s'est dessiné dans les faubourgs de Bobo-Dioulasso, où un ancien transporteur, réaffecté comme chef d'équipe, supervisait une ligne de test. Son rôle consistait à ajuster des machines venues de Conakry et à former de jeunes ouvriers sans expérience. La lenteur des premiers essais n'était pas un échec. Elle permettait de comprendre les limites matérielles du pays. À travers ce rythme patient, les premiers impacts devenaient visibles, mesurables, sans être spectaculaires. Et l'enjeu, dans cette phase initiale, tenait en une seule idée. L'apprentissage vaut autant que la production. Avant, le coton quittait le pays sans jamais revenir. Après, il s'est arrêté net aux frontières du Burkina Faso. Ce basculement a commencé par une suspension soudaine. Les exportations furent gelées en quelques heures, laissant les navires à quai. Les courtiers appelèrent les capitales occidentales, mais les réponses furent lentes et hésitantes. La chaîne du commerce mondial, longtemps prévisible, s'est retrouvée confrontée à une décision que personne n'avait anticipée. Ce choc initial est devenu le point d'allumage de toute la séquence qui allait suivre. Le déclencheur a pris la forme d'un décret court, presque sec. Il n'expliquait pas les motivations, il les imposait comme un fait. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État reprenait ce qu'il avait toujours laissé filer. Les réactions internationales furent immédiates. Inquiétude à Bruxelles, crispation à Washington, rumeurs dans les marchés à terme. La mécanique globale qui tenait le coton africain dans un rôle figé venait d'être perturbée. Le pays est alors entré dans une phase de construction fébrile. À Ouagadougou, on dressait les plans des raffineries. À Bobo-Dioulasso, les ingénieurs ajustaient des machines incomplètes. Chaque site devenait un chantier vivant. Câbles tirés à la hâte, murs encore humides, moteurs testés sous des toits provisoires. Le moindre mètre de fil produit localement valait plus qu'une tonne exportée. Et cette logique, élémentaire mais puissante, cimentait la conviction que le pari pouvait tenir. La montée en intensité a pris forme lorsque les marchés occidentaux ont riposté. Un tarif européen de 35% a frappé les textiles burkinabés. Des notes du FMI ont évoqué un risque régional. Les analystes parlaient de déstabilisation, mais les signes internes montraient l'inverse. Les ateliers tournaient plus souvent, les coopératives féminines s'équipèrent, les jeunes affluaient vers les formations. Le pays semblait absorber chaque coût extérieur en consolidant sa base intérieure. Le point culminant est arrivé un matin de juillet. Sur la télévision nationale, Ibrahim Traoré est apparu entouré d'ouvriers. Il a lancé une phrase brève comme une rupture « Si notre tissu est puni pour être africain, alors nous le porterons nous-mêmes ». Cette déclaration a redéfini le rapport de force. En 24 heures, le Burkina Faso a riposté par une doctrine simple. Coton pour coton, taxe pour taxe. Après cette flambée, la séquence est entrée dans une phase de stabilisation relative. Les camions ne partaient plus vers les ports étrangers, mais vers les chantiers locaux. Les filatures tournaient à moitié, puis aux trois quarts, puis presque en continu. Les marchés urbains se remplissaient d'étoffes nouvelles, encore imparfaites, mais fièrement affichées. Le coton cessait d'être une marchandise brute. Il devenait un récit. La dernière onde s'est propagée au-delà des frontières. L'AES a renforcé sa coopération technique. Les ingénieurs maliens et nigériens ont rejoint les équipes burkinabées. Des corridors régionaux ont émergé, dessinant une géographie nouvelle du textile sahélien. Et dans cette expansion discrète, un modèle s'installait. Produire chez soi, décider pour soi. Tout au long de cette chaîne d'événements, une question restait suspendue, tranchante, mais nécessaire. Combien de temps ce rythme peut-il tenir face aux pressions extérieures ? Au départ, plus de 90% du coton burkinabé était exporté brut. 12 mois plus tard, ce taux est tombé à 42%, un delta qui redéfinit toute l'économie. Ce glissement massif ne représente pas une perte sèche, mais un transfert interne de valeur. La matière reste, la transformation commence, et la richesse cesse de s'échapper mécaniquement. Le pays convertit désormais ce volume récupéré en capacité industrielle naissante. Cette mutation structurelle
est devenu l'indicateur central du virage engagé sous Ibrahim Traoré. Premier chiffre. Plus 6% d'emplois créés au cours du premier trimestre suivant la réforme. Chaque pourcentage correspond à plusieurs milliers de postes répartis entre filature et logistique. La dynamique provient de micro-unités rurales autant que des complexes urbains. Ces emplois forment une base stable pour absorber les fluctuations extérieures. Le marché du travail commence enfin à refléter l'effort industriel du pays. Deuxième repère, 18% d'importations textiles européennes en 6 mois. La baisse reflète un changement concret dans les habitudes de consommation locale. Les ménages achètent des étoffes fabriquées sur place, malgré une offre encore limitée. Les marchés régionaux constatent une adoption progressive du textile national. Ce mouvement prouve qu'une industrie jeune peut déjà infléchir la dépendance structurelle. Troisième mesure, 200 000 emplois projetés, dont 60 000 déjà contractualisés dans les premières phases. Ce volume n'est lié ni à une aide extérieure, ni à un plan exceptionnel. Il provient d'investissements réalloués et de la coopération AES. Les ateliers construits deviennent autant de preuves de concepts reproductibles ailleurs. Le secteur gagne une inertie propre, mesurable et suivi trimestre après trimestre. La logique commune à ces trois indicateurs repose sur un enchaînement simple. Moins d'exportations brutes et le plus d'emplois nationaux, moins d'aides récurrentes et le plus d'autonomie décisionnelle, moins de dépendance structurelle, plus de contrôle politique. Ce triptyque, souvent évoqué mais rarement matérialisé, devient tangible. Il donne au pays une marge de manœuvre que les modèles précédents refusaient d'envisager. Les marchés occidentaux y voient une distorsion. Le Burkina Faso y voit un rééquilibrage. Cette lecture n'est pas idéologique. Elle se fonde sur des données observables. Les usines tournent à plus de 70% de leur capacité, un seuil inédit pour un secteur d'un an. Les recettes fiscales locales augmentent de 9%, surtout dans les zones textiles. L'effet cumulatif affirme une réalité simple. Les chiffres consolident ce que les discours amorcent. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré s'appuie sur ces données comme garde-fou. Il les cite pour ancrer la souveraineté dans des mesures précises plutôt que des slogans. Chaque valeur sert d'étape, non de trophée politique. La cohérence du projet dépend de cette stabilité métrique. Et cette stabilité, aujourd'hui, commence à se vérifier sur le terrain. Le premier argument, formulé par plusieurs institutions financières occidentales, repose sur une prudence apparente. La décision du Burkina Faso menacerait sa stabilité macroéconomique. Selon cette lecture, la réduction des exportations priverait le pays de devises, affaiblirait ses réserves et étoufferait progressivement la capacité d'importation des biens essentiels. La spirale anticipée est connue. Moins de commerce entraîne moins de croissance, puis un recul de l'emploi. Ce scénario, relayé dans les notes du FMI, présente la rupture comme une fragilité structurelle. Il suppose que la dépendance extérieure constitue encore un filet de sécurité. Un second argument, plus inattendu, est porté par certains économistes africains eux-mêmes. Ils craignent que la nationalisation partielle du coton ne fige un appareil bureaucratique coûteux et lent. La transformation industrielle exigerait, d'après eux, un capital considérable et une expertise technique rare. Les ambitions patriotiques ne suffiraient pas à compenser les limites matérielles du pays. Dans cette perspective, l'industrialisation rapide risquerait d'accroître les tensions internes plutôt que de les résoudre. La réponse pourtant ne se situe ni dans l'opposition frontale, ni dans l'adhésion totale. Elle repose sur des données désormais mesurables. Les usines fonctionnent à plus de 70% de leur capacité, un seuil que même les sceptiques n'attendaient pas avant plusieurs années. Les réserves nationales ne se sont pas effondrées grâce aux mécanismes de troc régional mis en place avec l'AES. Les recettes fiscales locales ont progressé de 9% au deuxième trimestre, soutenues par l'activité manufacturière. Ces éléments n'annulent pas les risques, mais ils contredisent l'idée d'un effondrement immédiat. Ils montrent que l'économie répond différemment, lorsqu'elle est tirée par la transformation plutôt que par la simple exportation. Ibrahim Traoré ne rejette pas les critiques. Il les utilise comme un révélateur des marges encore à combler. Son gouvernement reconnaît les pénuries d'énergie, les retards logistiques et le manque de formation. Cependant,
Il insiste sur un facteur souvent absent des modèles économiques, la fierté productrice. Une population convaincue de participer à sa propre richesse finit par accroître sa productivité globale. Et dans cette équation humaine, les objections théoriques trouvent leurs limites face aux résultats observables. Tout a basculé d'un coup. Le pays, déjà engagé dans sa transition, a soudain découvert un signal inattendu. Malgré les sanctions occidentales et les prévisions alarmistes, la production transformée localement venait de dépasser 55% du volume annuel. Ce seuil, symbolique autant que technique, révélait un retournement silencieux. Il montrait que la filière, encore imparfaite, s'installait dans une cadence propre. La mutation n'était plus un projet, elle devenait une habitude. Le changement le plus décisif s'est produit dans les ateliers urbains. Les jeunes, autrefois attirés par l'exil, affluaient désormais vers des formations accélérées en maintenance textile. Les coopératives féminines, dotées de microcrédits, structuraient des unités semi-industrielles qui vendaient sans peine sur les marchés locaux. Les filatures tournaient la nuit avec une régularité nouvelle, preuve que la discipline technique s'enracinait. Ce glissement du provisoire vers le durable redessinait la trajectoire de tout le secteur. Au milieu de cette transition, Ibrahim Traoré a renforcé son discours. Produire chez soi, décider pour soi. Il voyait dans cette hausse de production transformer moins un triomphe qu'un point d'équilibre fragile. Car une fois passé ce midpoint, les pressions extérieures allaient s'intensifier autant que les attentes internes. Et la véritable question devenait alors comment maintenir cette cadence sans perdre l'élan initial. La première conséquence visible s'est manifestée dans les foyers. Les ménages, longtemps dépendants d'étoffes importées, ont commencé à acheter des textiles fabriqués localement, plus accessibles et plus réguliers. Cette transition a renforcé la perception d'une souveraineté concrète, vécue dans les achats quotidiens et non plus dans les discours officiels. Pour beaucoup, la réforme portée par Ibrahim Traoré transformait la dignité en pratique domestique. Les ateliers urbains ont vu leur carnet de commandes se remplir, stimulés par une demande nouvelle. Les coopératives féminines se sont structurées en micro-entreprises capables de négocier leurs prix sans intermédiaires extérieurs. La baisse de 18% des importations textiles a créé une niche de marché pour les fabricants locaux malgré une concurrence encore diffuse. Les acteurs privés apprenaient à calibrer leur production non pour l'exportation, mais pour un marché national en reconstruction. Les finances publiques ont bénéficié d'une hausse de 9% des recettes fiscales locales, soutenues par l'activité manufacturière. L'État a pu réallouer une partie de ses ressources vers les infrastructures énergétiques essentielles pour stabiliser les filatures. Les mécanismes de troc régional avec l'AES ont protégé les réserves nationales, déjouant les scénarios catastrophes annoncés par certaines institutions. Dans cette consolidation méthodique, le gouvernement d'Ibrahim Traoré voyait un début de marge stratégique. Les réactions extérieures ont divergé. L'Union européenne a imposé un tarif de 35%, tandis que certains investisseurs asiatiques ont intensifié leur intérêt. Le Mali et le Niger ont renforcé leur coopération technique, créant un corridor textile qui recompose la géographie économique du Sahel. Les observateurs internationaux, d'abord sceptiques, ont commencé à qualifier le modèle burkinabé d'expérience risquée mais cohérente. Ce déplacement du regard extérieur montrait que la stratégie du pays ne se limitait plus à ses frontières. Elle inspirait, inquiétait ou forçait à réévaluer les rapports économiques régionaux. Dans la trajectoire la plus probable, les 4 complexes industriels atteignent environ 85% de leur capacité d'ici la fin de l'année. La production textile intérieure couvrirait près de la moitié de la demande nationale, réduisant encore la dépendance aux importations. Les tensions commerciales persisteraient, mais resteraient gérables grâce aux mécanismes de troc et aux accords régionaux de l'AES. Les finances publiques se maintiendraient sous un régime de discipline stricte, avec une croissance modérée mais régulière. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré deviendrait le garant d'une souveraineté partielle mais fonctionnelle. Une consolidation accélérée du corridor textile Mali-Niger-Burkina pourrait attirer des investisseurs asiatiques cherchant à contourner les barrières européennes. Les emplois franchiraient la barre symbolique des 250 000, renforçant la cohésion sociale et stabilisant les zones rurales.
Les exportations réorientées vers l'Asie donneraient au pays un nouveau levier diplomatique. Les coopératives féminines deviendraient des piliers économiques régionaux grâce au microcrédit. Ce scénario ferait du Burkina Faso un cas d'école de désoccidentalisation industrielle. Une intensification des sanctions extérieures pourrait assécher les devises et ralentir les chaînes de production. Les usines fonctionneraient en dessous de 50%, entraînant un gel des embauches et un recul des investissements locaux. Les partenaires régionaux, sous pression, pourraient réduire leur coopération technique. La fatigue inflationniste pèserait sur les ménages, accentuant les tensions sociales. Dans ce cas, l'élan initial deviendrait fragile, dépendant d'un soutien interne difficile à maintenir. Plutôt que d'attendre un scénario précis, il devient utile d'observer une variable clé, la cohérence entre production, énergie et formation. Si ces trois piliers avancent au même rythme, le pays peut absorber presque toutes les pressions. Et c'est précisément ce rythme que le gouvernement d'Ibrahim Traoré cherche à calibrer dans les mois à venir. Beaucoup observent cette transition sans y participer directement, mais ils cherchent à comprendre ce qui distingue une réforme symbolique d'une transformation réelle. Les données accumulées, baisse des importations, montée de l'emploi, capacité industrielle croissante, leur offrent une grille de lecture concrète. Cette clarté devient un point d'accès. Elle permet à chacun de situer le Burkina Faso dans une dynamique qui dépasse la région. À travers les actions d'Ibrahim Traoré, ils perçoivent une tentative de redéfinir la valeur non en devise, mais en maîtrise. Et cette idée crée un pont entre spectateurs et acteurs. Les familles ressentent déjà un changement subtil dans leurs habitudes de consommation. Les tissus locaux deviennent plus présents, plus abordables, presque familiers. Les marchés intègrent progressivement ces produits, donnant aux petits commerçants des marges plus stables. La circulation des revenus, même modeste, fortifie les quartiers urbains et les villages. Des conversations surgissent autour de l'avenir du pays au-delà des discours officiels. Cette appropriation collective nourrit une forme de confiance diffuse mais persistante. Les jeunes voient dans cette mutation une possibilité nouvelle. Rester, apprendre un métier, contribuer à un projet lisible. Les écoles professionnelles adaptent leurs enseignements pour suivre la cadence des ateliers. Les élèves découvrent comment une machine à tisser peut incarner une transformation économique. Ce lien entre apprentissage et souveraineté les pousse à imaginer leur avenir autrement. Dans ce mouvement, le message porté par Ibrahim Traoré trouve un écho durable. La dignité se construit à partir du travail maîtrisé. Le gouvernement, en coopération avec l'AES, doit sécuriser l'alimentation énergétique des usines à travers un mix solaire-barrage-biomasse. Les installations prioritaires concernent Bobo-Dioulasso, Koudougou et les zones frontalières. Les premières extensions doivent être opérationnelles dans les 6 prochains mois. L'efficacité se mesurera par le taux de fonctionnement continu supérieur à 80%. Cette base conditionne toute la stabilité industrielle que défend Ibrahim Traoré. Les écoles professionnelles doivent intégrer des modules de filature, teinture et maintenance textile. Chaque cursus doit déboucher sur un contrat garanti dans les complexes régionaux. Les programmes doivent être harmonisés d'ici 9 mois. La réussite se mesurera par le taux d'intégration professionnelle après formation. Cette montée en compétences ancre la souveraineté dans le capital humain. Un fonds de souveraineté industrielle doit soutenir les coopératives rurales et amortir les fluctuations des prix. Les décaissements doivent cibler en priorité les ateliers à productivité croissante. Les révisions trimestrielles garantiront la transparence budgétaire. Le succès se liera dans la réduction du coût du capital pour les petits acteurs. Ce mécanisme protège les marges locales contre la spéculation extérieure. Des routes secondaires doivent être rénovées pour réduire de 30% le coût de transport du coton entre villages et ateliers. Les travaux doivent commencer par les corridors les plus encombrés. Les indicateurs suivront les délais de livraison et la fluidité des chaînes internes. Ce volet logistique transforme la vitesse de circulation de la valeur. Il ancre la transformation dans les territoires. La cohérence entre les 3 piliers doit être vérifiée chaque trimestre. Les tableaux de bord public doivent rendre compte des écarts. Cette synchronisation détermine la solidité de la cadence nationale. Et c'est elle qui permettra au pays de résister aux pressions extérieures croissantes. Ce suivi, plus que les discours, assure la durabilité du projet. Dans la lumière douce de fin d'après-midi, l'image de Burahima, l'homme de Koudougou évoqué plus tôt,
revient comme un fil conducteur. Ces gestes lents, devenus assurés au fil des mois, racontent mieux que n'importe quelle statistique ce que signifie transformer un pays de l'intérieur. Autour de lui, les jeunes ouvriers rient, les mains poudrées de coton, tandis que les machines ronronnent comme un souffle collectif. Ce quotidien très simple, longtemps invisible, incarne désormais la preuve sensible d'une souveraineté en train de se construire. Et c'est dans ces gestes ordinaires que la décision d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Le coton n'est plus un bien qui s'en va, il est devenu un lien qui revient vers ceux qui le travaillent. Les coopératives féminines cousent des étoffes que leur mère n'avait jamais vues. Et les écoles expliquent comment naît une industrie. Chaque atelier, chaque rouleau tissé, chaque main formée compose un récit patient. Ce récit ne cherche pas à impressionner, il cherche à tenir. La dignité se construit dans la constance. Dans ce fil tendu entre effort et avenir, le pays avance sans bruit. Il avance parce que des milliers de gestes répétés donnent corps à une idée. Et dans ce mouvement, le Burkina Faso ne copie plus un modèle, il tisse le sien. Dans l'élan silencieux qui traverse le pays, le coton est devenu plus qu'une matière première, un symbole partagé. Les tissus locaux, cousus dans des ateliers modestes ou dans des coopératives rurales, portent désormais l'empreinte d'un savoir retrouvé. Les familles s'habituent à la reconnaître leur texture, les marchés apprennent à la valoriser leur couleur, et les écoles les utilisent comme outils pédagogiques. Ce tissu, autrefois exporté sans retour, devient un miroir de l'effort collectif, un miroir qui invite chacun à réfléchir à sa propre part dans la transformation nationale. Cette dynamique sociale ouvre un espace où l'économie rencontre la culture. Sur les plateformes, dans les discussions quotidiennes ou dans les salles de classe, une même question circule. Comment chacun peut-il contribuer, même modestement, à cette nouvelle cadence ? Partager les initiatives locales, soutenir les filatures, choisir un vêtement fabriqué ici plutôt qu'ailleurs, ce sont des gestes simples mais cohérents. Ces gestes donnent de l'élan sans exiger de grands discours. Ils entretiennent la continuité qui permet au pays de se renforcer pas à pas. Alors, au moment de refermer ce récit, une dernière interrogation demeure. Et vous, comment tisserez-vous votre propre rôle dans cette histoire ?